Allez, donc aujourd'hui, le sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est en début d'année, c'est marketing en détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a lancé des campagnes, on a peut-être un Noël qui n'a pas très bien fonctionné, on a une nouvelle année qui démarre un petit peu au ralenti. Quelles sont les actions qu'on peut mener assez rapidement, court terme, tout de suite, quick win, et moyen terme, ce qu'il faut aussi anticiper les mois à venir en ce début d'année 2024. Pour présenter de près, on a Patrick, donc fondateur de 410 Gone. Je pense que tout le monde le connaît, formateur conférencier SEO et e-commerce, à l'origine de pas mal de tools autour du e-commerce et du SEO. Pour pas le présenter. Je vais te présenter toi parce que si non, ça fait vraiment bizarre après. C'est mon frère, c'est mon frère. Comme ça, on alterne, on se fait deux, trois politesses. Yes. Donc, merci pour la présentation, Ludo. Ludovic, qui est donc à la tête du pôle Search et que même à l'occasion de 2024, on est en train de renommer pôle visibilité parce qu'on va le voir dans ce webinaire. Ludovic va vous en parler de toutes les synergies qu'il va y avoir en 2024 entre les différents aspects. Et on voit que la visibilité, c'est pas un levier, c'en est plein. D'ailleurs, la liste des certifications de Ludovic ne rentre bientôt plus dans un slide, hein. Vous le J'ai voyez résumé. sur le bas. Mais voilà, on va vraiment parler, hein, c'est au-delà, son profil fait très bien pour le sommaire, vraiment le côté acquisition et le côté vraiment tunnel et market auto qui sont les différents aspects importants pour ces sujets aujourd'hui. Voilà. Yes. Bah, merci pour la presse. Et du coup, en effet, l'idée, et c'est vrai qu'on le voit sur mon slide, aujourd'hui, je pense que l'acquisition, en fait, est en train d'avoir un virage plutôt sur la visibilité au global. Et qu'aujourd'hui, il est vraiment important dans vos stratégies marketing d'inclure vraiment plusieurs leviers et vraiment des techniques qui doivent être maîtrisées. Et on va le voir pendant le cours de notre présentation. On va voir donc le programme de notre webinaire aujourd'hui. État des lieux, premier réflexe, comme sur le bug de GoToWebinar, pas de panique. En phase 2, on va vous proposer de faire un benchmark un petit peu de vos concurrents pour savoir comment ils se positionnent, quelles sont les actions qui sont en train de mener versus les vôtres. Les actions rapides à mettre en place, vraiment très, très rapides. Les actions à suivre, plutôt sur du moyen terme. Et après, on va discuter sur du long terme. Donc, on fait un constat, comme je vous l'ai dit en intro, les ventes sont un peu ralenties. Alors, vente pour parler d'e-commerce, bien sûr, mais on peut parler aussi de lead generation, qui peut aboutir à des ventes derrière, mais le délai de vente ne sont pas les mêmes. Mais voilà, vous avez un petit peu un peu de stress parce que ça marche pas comme il faudrait. Au niveau e-commerce, les soldes sont un peu au ralenti. La stratégie marketing, on a l'impression qu'elle est pas ajustée, elle s'essouffle peut-être un peu. Le retour sur investissement n'est pas présent et on n'arrive pas, voilà, à aller vers la conversion. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire face à cet état de lieu. Donc, du coup, prendre du recul. L'idée, c'est de pas paniquer. On va prendre du recul et on va faire en différentes étapes. Très important, le benchmark. Et le benchmark ne se fait pas qu'une fois par an. Le benchmark doit se faire d'une façon très régulière, quitte à le faire tous les mois, voire toutes les semaines en fonction de votre secteur d'activité. Mais c'est très important. On va avoir deux phases. On va analyser le marketing d'une façon assez globale de vos concurrents. Mais il y a quelque chose de très important et c'est de plus en plus une notion importante, c'est votre offre. On aura beau faire beaucoup de stratégies, des belles stratégies marketing pour faire de l'acquisition. Si votre offre n'est pas sexy, si elle n'incite pas à passer à l'action, on aura beau envoyer du trafic, ça ne convertira pas. Donc, l'analyse marketing, nous, on va vous présenter. Alors, il y a une multitude de façons de faire de l'analyse de benchmark et de vos concurrents. On va vous en présenter 3 aujourd'hui qui vont vous permettre, même d'une façon gratuite, d'aller voir déjà des premières données et d'analyser un peu tout ça. Donc, on a Google Ads Transparency Center qui va nous permettre d'identifier tous vos concurrents qui se positionnent sur de la publicité Google Ads. On aura SEMrush, que je pense que tout le monde connaît, voir comment on peut identifier aussi sur quels mots-clés se positionnent vos concurrents, mais aussi en ads. Donc ça, c'est Yes. important.
Et SimilarWeb. On peut Vas-y, Patrick. d'ailleurs, pardon, je t'interromps 2 secondes, Vas-y, bien Ludovic, sûr. on peut aussi aller, si vous avez d'autres outils du style Ahref, etc., ça marche aussi, hein. Vous allez voir, c'est vraiment il y a une notion de transversalité sur ce style d'outil. Voilà. C'est vraiment les deux des bords Google Ads et SimilarWeb qui sont spécifiques, mais c'est moi, je pouvais en prendre d'autres si vous avez d'autres outils de benchmark de ce style. Yes. Hop, je passe slide d'après. Donc, le premier, on va utiliser ce que nous propose Google Ads aujourd'hui sur son Transparency Ad Center. Vous allez faire la démarche. Par exemple, vous êtes sur un secteur concurrentiel. On a fait un exemple avec le STIP français. Vous tapez votre requête cible. Vous allez voir ce que vous donne la SERP. Dès qu'il va y avoir des résultats en ads, vous avez une option maintenant qui c'est les 3 petits points. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que c'est en place. Et en cliquant sur ces ce petit pictogramme là, sur ces 3 petits points, vous allez avoir un petit menu qui apparaît et qui vous permettre d'aller voir les annonces en cours de cet annonceur. Et du coup, vous allez rentrer dans le détail de cet annonceur-là. Vous allez avoir quelques informations sur la société, etc. Donc, ça vous permet aussi d'identifier un petit peu vos concurrents et de faire même de l'audit concurrentiel, quelle est la typologie de la société, société.com, etc., pour les connaître un petit peu davantage. Mais surtout, l'avantage de cet outil-là, c'est que ça va vraiment nous montrer toutes les annonces qui tournent sur une date donnée. Donc, vous avez un petit électeur de dates. Vous pouvez aussi choisir quelle est la typologie d'ads que vous voulez identifier. Est-ce que c'est de l'image, de la vidéo, du texte? Et ça va vous remonter les volumes d'annonces que votre concurrent est en train de diffuser sur les réseaux de Google. Et en fonction de ça, ça va vraiment vous donner aussi, à mon avis, quelques clés. Si votre annonceur concurrent a 10 annonces qui tournent, voilà, ça vous donne un petit peu son effort marketing qu'il y a derrière. Par contre, si vous voyez qu'il y en a des centaines, vous savez, derrière, c'est un petit peu costaud et qui se positionne quand même sur beaucoup de requêtes. Donc ça peut être aussi important. Le deuxième point, c'est que ça vous donne aussi peut-être des idées de comment sont copyrightées les annonces en textuel. Ça vous donne des idées sur les formats de bannières, images, ce qui va faire de la qualité, qu'est-ce que vous pourrez adapter aussi et prendre en exemple de vos concurrents pour les utiliser derrière vous pour vos futures campagnes. Et pareil pour les vidéos. Le deuxième tool, donc c'est SEMrush. Donc après, Patrick pourra dérouler si besoin sur d'autres tools similaires. Mais bon, tout le monde connaît SEMrush. On va pouvoir identifier les mots-clés achetés par ses concurrents. Donc l'idée, c'est qu'on a la possibilité dans SEMrush d'avoir une fonctionnalité d'analyser aussi le PPC. Donc vraiment tous les mots-clés d'ads. Et donc là, ça va être intéressant parce que en allant chercher vos concurrents, on va voir déjà s'ils font de l'ads. On va voir le nombre et le volume de mots-clés sur lesquels ils achètent, sur lesquels ils se positionnent, et avec des identifications sur, on va dire, le CPC, sur le volume de mots. Ça va vous donner des idées aussi, peut-être que vous n'avez pas pensé à utiliser pour aller chercher votre cible. Donc là, ça donne un exemple. On a fait des petites copies d'écran. Là, par exemple, on va voir le volume de mots-clés qui sont achetés par votre concurrent. Et on pourra aussi avoir, en haut, vous voyez, on va avoir d'autres concurrents. Donc, vous partez d'un concurrent, mais on va avoir des onglets d'autres concurrents. Donc, ça va vous donner encore des pistes à creuser. On va pouvoir avoir les textes d'annonce, donc un peu ce que je vous ai montré juste avant par rapport à Google. Et tout ça, ça va permettre, vous, de faire vraiment ce benchmark jusqu'au fond. Donc, ne prenez pas qu'un seul concurrent, prenez-en plusieurs et vous recroisez un petit peu toutes les données que vous arrivez à identifier. Et donc, ici, on va, voilà, sur la fonction de recherche publicitaire, on va avoir toute la liste des mots-clés utilisés par le concurrent. On va pouvoir, alors, bien sûr, la donnée, là, on est sur une phase de quick win. Donc, ne prenez pas 1 an ou 2 ans, prenez le mois en cours pour que ce soit vraiment les données les plus fraîches, on va dire, à identifier. Ça nous donne 2 indications intéressantes, qui va être le volume et le CPC. Si vous avez on va le voir un petit peu après, mais si vous avez déjà des campagnes en cours qui ne performent pas, si vous identifiez que vos CPC, bah, du coup, ils sont trop faibles parce que vous êtes encore en CPC manuel, mais c'est trop faible pour aller chercher des opportunités, peut-être que là, à ce moment-là, il faudra peut-être réfléchir et voir si il est opportun pour vous d'augmenter vos CPC manuels, évidemment, pour rester rentable dans vos campagnes. Quelque chose d'important, ne jamais se fier à une seule métrique. Donc, en général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais faire de l'export de SEMrush, mais je vais consolider mes résultats directement dans le Keyword Planner de Google.
Ça va me permettre de confronter un petit peu le CPC, les volumes de recherche et peut-être faire du croisé pour avoir des opportunités de mots-clés à garder. Donc ça, c'est l'exemple de l'onglet quand on veut voir un petit peu les textes d'annonce de mon concurrent. Donc, même logique que tout à l'heure, on va retrouver un petit peu près les mêmes, mais pas hésiter à reprendre ces textes-là, à voir lesquels sont le plus pertinents et pour pouvoir les réutiliser. Ensuite, on va regarder sur SimilarWeb. Donc, peut-être Patrick, tu veux prendre la main sur ce tool. Yes, avec grand plaisir. SimilarWeb, pour situer, je ne sais pas si vous le connaissez d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, qu'on puisse y répondre au fur et à mesure pour maximiser l'interaction avec vous. C'est aussi l'occasion d'échanger. Donc SimilarWeb, c'est un outil qui va analyser vraiment le trafic des différents sites. L'avantage, c'est qu'il va beaucoup plus loin et qu'il est basé sur des données plus précises et plus concrètes que des outils de bench web marketing comme peuvent l'être SEMrush, Ahrefs, etc. Si vous ne le savez pas, quand vous voyez par exemple 1000 de trafic dans un SEMrush, c'est du trafic estimé basé sur ce site est positionné sur ces mots-clés-là qui font tant de volume et vu qu'il est premier, deuxième, troisième sur ces différents mots-clés, on estime qu'il va capter tel pourcentage du volume et donc faire un trafic. Voilà. Donc, c'est une méthode empirique qui vaut ce qu'il vaut. Là, avec SimilarWeb, vous avez quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Si je ne dis pas de bêtises, ils utilisent en partie les données des fournisseurs d'accès, etc. Donc, on est sur du plus concret. On s'est amusé à le comparer sur des données assez fortes, y compris sur des sites qui faisaient plus d'1,2 million de trafic mensuel. On était sur une marge d'erreur de 10%. Donc, on est sur pour aller faire de l'intelligence économique sur nos concurrents, on est sur une marge d'erreur que je considérais comme tout à fait acceptable. Voilà. L'idée, c'est, vous allez vous dire peut-être c'est un outil supplémentaire à payer, ça coûte de l'argent, etc. Bon, pas sur des sommes énormes, on est à moins de 200 euros par mois, mais dans tous les cas, les données qu'on va vous montrer là, et on tenait à le faire parce que potentiellement, selon la taille de votre entreprise, vous n'avez pas de budget trop à rajouter. Ça, ce sont des données qui sont accessibles directement en mode gratuit, en période d'essai, y compris expirée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et les données qu'on va pouvoir qui sont intéressantes, donc là, on l'a fait pour un site, mais vous pouvez regarder sur vos concurrents. Déjà, est-ce qu'ils font du volume par rapport à vous? Ça vous permet de vous jauger. Et déjà, s'il y a une baisse chez vous d'activité, bah, vous pouvez regarder, bah, tiens, tout le monde est en baisse. Donc, du coup, c'est plutôt quelque chose qui est lié au secteur. Ce n'est pas lié à vous qui avez pris une mauvaise décision côté marketing, potentiellement de vous jauger par rapport aux autres. Vous allez pouvoir voir, bon, on le voit, la répartition desktop mobile qui, dans certains secteurs, peut vraiment être très spécifique et importante. Là, et puis moi, l'info que je trouve intéressante, c'est le côté de la durée des visites qui donne du coup une bonne idée de l'intérêt en fait des visiteurs ou si on est vraiment sur du trafic très peu qualifié. Voilà. Si tu peux passer à la slide d'après, Ludo, s'il te plaît. Voilà. Là, vous voyez, on vous a mis un slide où on peut voir avec différents concurrents et du coup avoir une vraie idée de, OK, est-ce qu'il y en a un qui surperforme? Est-ce qu'il y en a des, au contraire, qui sont dans le sens inverse? Ou est-ce que tout le monde est globalement dans la même lignée? Donc là, on voit qu'on n'a pas de phénomène très spécifique. On a eu un pic côté de le slip français en novembre. Mais sinon, on n'a pas de gros accidents de parcours. Donc voilà. Donc là, on peut se dire, OK, il faut qu'on continue d'investir par rapport à nos concurrents, mais on n'a pas un problème endémique très spécifique en interne. Check. Slide d'après, s'il te plaît. Voilà. Ce qui ici est intéressant, c'est d'aller voir également les termes de recherche les plus performants sur ce sujet, qui vont du coup permettre de voir ici, alors, principalement si vous êtes sur une marque à envergure et à portée, je veux dire, nationale, hein, que vous avez vraiment fait un gros travail de branding, il est clair que le gros de votre trafic va être lié à la marque et ça fait partie des choses. Mais ce sera un autre webinaire qui sera très important dans le cadre de SGE en SEO. Mais en revanche, c'est une valeur sûre pour, dans la durée, ne pas être victime
de cassage de figure en référencement. Donc, une bonne stabilité face aux petits Google. Mais la partie intéressante, c'est vraiment la deuxième ici. C'est vraiment la répartition du Mhm. trafic. Là. Où on voit qu'on est sur 50% de référencement, qui est important, mais pas que. On voit qu'on a quand même un bon 12,4 là en recherche payante, donc du coup du ads. On voit qu'on a une notion de social, et puis derrière du trafic direct qui est cohérent par rapport à cette partie-là, et puis une petite partie de referral. Donc on verra le point après. Le referral, il a regardé avec deux angles différents. C'est vrai que ça, je rebondis là-dessus, parce que ça, c'est une métrique qu'on a que, en général, dans mes outils d'analyse type GA4. Et là, du coup, on peut l'avoir de l'extérieur. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un petit peu quelles sont les campagnes un petit peu marketing que va faire nos concurrents. Est-ce qu'ils se positionnent plus en ads? Est-ce que c'est de l'organique? Voilà, dans l'exemple, on voit que le style français est tellement brandé qu'évidemment, l'organique fait beaucoup de boulot. Et ça, c'est vraiment super intéressant pour définir votre stratégie à venir. Yes. Voilà. Et là, on voit des infos autres qui sont, je trouve pour ma part, passionnantes d'un point de vue stratégique. Bah, c'est qu'on voit clairement qu'on a des notions du coup d'apport de trafic avec nouveau carré. Avec du coup du coupon Massif Avantage, donc ils sont en partenariat avec la Massif pour déclencher du traf. Est-ce que c'est de la FI ou pas, ça sera un autre sujet. Mais on voit aussi une notion sur de la vente privée entre VP et showroom privé, qui sont du coup des relais de croissance. Hein. Typiquement, bon, ce sont des opérations marketing qui ne se mettent pas en place en 2 heures, mais il ne faut pas hésiter à faire appel à ce type de plateforme. Si vous avez besoin de doper un peu vos ventes, c'est un relais à utiliser. Et on voit que là, c'est ce qu'ils ont fait. En termes de site référence, c'est une grosse partie. Hein. On est sur un gros tiers hein, avec rien que ces deux-là. Donc, intéressant pour moi, clairement, à regarder, de se dire, OK, leur traf, c'est pas juste du SEO, un peu d'email et de social, il y a aussi d'autres sujets. Voilà. Si vous restez jusqu'à la fin et qu'on a le temps, il y a aussi une autre data qui sort de SimilarWeb qu'on vous Mhm. partagera en fin, mais qui n'est pas liée à cette partie-là, mais très intéressant. Yes. Allez, on continue. Du coup, deuxième aspect, donc on analyse un petit peu le benchmark, marketing, etc. Ce que je vous disais en introduction, c'est qu'il faut vous concentrer sur l'offre. Vous aurez beau envoyer du trafic, même très qualifié, si dans ce monde aujourd'hui où la comparaison ou Internet est un comparateur hein, de prix et de services, il vous faut quand même faire de la veille sur les offres similaires proposées par vos concurrents, que ce soit en produits ou en services. Parce que maintenant, les taux de conversion, on peut avoir des attributions un peu plus longues, un peu plus diversifiées. Donc, il faut se concentrer aussi sur l'offre. Et il faut que cette offre soit intéressante. À vous de mettre le curseur. Est-ce que vous avez une offre unique? Donc, ce ne sera pas la tarification. Elle va répondre à un besoin, un pain point. Donc, il y aura peut-être pas le prix qui va faire la différence. Est-ce que c'est hyper concurrencé? Donc, le prix est une notion importante. Et surtout aussi la valeur que vous allez délivrer derrière, du produit, encore une fois, ou du service. Alors, pour le e-commerce, il faut faire des recherches. Hein. Il y a des outils de veille en permanence pour savoir comment vous positionnez au niveau des prix face à vos concurrents. On va passer maintenant aux actions rapides. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'une façon rapide? On part du principe, on a fait notre benchmark. Voilà. On a fait un peu le travail en amont et on va essayer d'activer quelque chose. Je pars du constat, vous ne faites pas de Google Ads, par exemple. De Google Ads ou de Bing, vous ne faites pas d'ads, quoi. Bah, l'idée, c'est qu'on peut récupérer déjà les mots-clés du benchmark précédent. Donc, en passant par du SEMrush ou du Href, on peut aller dans du Google Planner. Pour rappel, c'est un outil gratuit. Hein. Faut juste avoir un compte Google Ads. Et vous pouvez vous positionner sur ces mots-clés-là. Vous savez que vos concurrents les achètent. Il y a fort à parier que s'ils les achètent, c'est parce qu'il y a une traction derrière à la conversion. Et on va pouvoir se positionner dessus. Ensuite, vous faites évidemment, il faut faire toute l'analyse de budget, etc. Mais on peut passer là-dessus. Vous lancez les campagnes basées sur ces mots-clés-là, très précises, des campagnes vraiment basées sur l'intention. Donc, troisième point, concentrez-vous sur l'intention. On ne va pas aller sur du display, du social, média, etc. On va aller sur l'intention. Les gens tapent une intention dans le moteur de recherche, on leur présente une publicité parce qu'on veut leur pousser notre offre.
et anticiper, malgré tout de suite, la création d'audience. Très important, à utiliser ou pas pour l'avenir. Mais si vous le prenez, vous l'anticipez, au moment donné où vous voulez déclencher vos listes d'audience pour faire du remarketing, etc., eh ben vous l'aurez déjà déclenché. Donc là, ça va être très important, anticipez-le. Deuxième option, vous faites déjà des campagnes. Vous avez déjà de l'ads qui tourne, mais vous n'avez pas forcément de résultats. Première étape, comparer les mots-clés déjà. Sur un concurrent et sur un produit similaire ou un service, vous comparez les mots-clés. Est-ce qu'il y a de la similitude? Est-ce que vous êtes déjà en concurrence sur vos campagnes? Ou est-ce qu'il vous manque un petit peu de mots-clés plutôt bas de tunnel que vous n'avez pas identifié et qui dit, ah, tiens, celui-là, je n'avais pas pensé, on va le tester. Testez-le, mettez en pause vos campagnes non performantes. Là, on est vraiment dans du quick win, hein, on va pas attendre. Vous mettez en pause et vous lancez des campagnes spécifiques. N'hésitez pas à segmenter vos campagnes, ne pas mettre tous les mots-clés dans la même campagne ou dans vos groupes d'annonces, hein. Mais comme ça vous permet d'aller chercher vraiment et d'analyser vraiment les opportunités et la performance sur chaque thématique mot-clé que vous avez choisie. En lead gen, donc pareil, hein, concentrez-vous sur l'intention encore. Si c'est de lead gen, là, c'est surtout les pages de conversion qui peuvent être modifiées. Parce qu'on peut avoir un gros volume d'envoi de trafic sur ces pages et vous avez un taux de conversion qui est pas terrible, voire ridicule. Ne pas hésiter à faire de l'A/B test. C'est des termes qu'on entend souvent, mais il faut vraiment l'appliquer. L'A/B test, vous allez modifier votre page de destination en modifiant un seul élément qui est un peu game changer et pour vérifier justement la pertinence. Pareil, vous pouvez étudier ce que fait vos concurrents. Est-ce qu'il y a des éléments d'une landing page pour lesquels vous n'avez pas pensé, que ce soit de la réassurance, du témoignage client, expliquer votre offre, etc. Réadaptez vos landing pages pour vos campagnes. Et comme ça, vous pouvez vérifier s'il y a une courbe croissante suite à ces modifications. Vérifiez vos audiences. Dernier point. Vous avez déjà des campagnes. Vous êtes basé sur des audiences. Vérifiez que celles-ci sont assez alimentées, qu'elles sont logiques par rapport à vos campagnes et à toute votre stratégie que vous avez mis en place en amont. D'une façon générale, on peut aller aussi chercher des quick wins de cette façon. On avait déjà parlé sur un webinaire précédent. On peut identifier les produits et les mots-clés non positionnés en SEO et les pousser en ads. On a des bons produits, on sait qu'on a une offre qui est top. Le SEO déclenche pas assez, ne pas hésiter à les pousser en ads. Voilà, on va compléter la SERP, on va pousser et prendre des positions sur le haut de la page avec nos ads. Depuis la Search Console, on peut aussi identifier les keywords intéressants. Toujours faire un petit peu ce travail de veille, regarder un peu ce qui se passe dans la Search Console, faire du tri derrière et voir qu'est-ce qu'on peut réutiliser directement dans nos campagnes. Donc après, il peut y avoir différents identifications sémantiques dans les termes qu'on va sortir, hein. Il faut vraiment identifier si on est en bas de tunnel, milieu de tunnel, haut de tunnel. Moi, je vous conseille toujours d'aller dans bas de tunnel dans l'ADS et de combler derrière le milieu de tunnel et haut de tunnel avec des stratégies SEO qui sont un petit peu moyen terme, court terme, long terme, pardon. Sur cette partie en complément, bon, sur du court terme, c'est assez compliqué d'aller faire du SEO, hein, vous l'avez compris, on le sait, c'est un levier à minimum moyen à long termiste, même si on verra deux, trois hypothèses un peu après. Mais juste en réaction sur cette partie Search Console, une des possibilités que vous avez, si vous devez faire bouger des choses, ça va être d'identifier tous les mots-clés globalement qui sont entre 10, 11, 12e, en gros, qui sont début de la page 2. Voilà. Ceux-là, souvent, il manque pas grand-chose pour venir les faire bouger. Donc, soit vous ajoutez un petit peu de maillage interne, vous rajoutez un petit peu de contenu. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire des choses assez sympas très rapidement. Ou alors quelques backlinks. Des fois, ça peut donner le petit coup de pied au derrière qui va bien à Google pour faire franchir et arriver page 1. J'ai dit page 1, pas top 1. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, ça peut être, s'il doit y avoir un truc qui doit être fait en mode court terme, ce sera vraiment ça. En disant ça, je pars bien sûr du postulat qu'on est sur des pages où tout ce qui va être title et vraiment fondamentaux a déjà été travaillé. Sinon, c'est bonus, allez-y aussi sur cet aspect-là.
Yes. Et troisième point, assurez-vous de la bonne cohésion avec vos offres et les tendances de recherche. Ça mange pas de pain. C'est à prendre un petit peu de recul, encore une fois, sur vos offres, hein. Je reviens sur le point précédent où l'offre est quand même, à mon sens, hyper importante. Et il faut qu'il y ait vraiment une cohésion entre les deux. Très important. Un point aussi que on révèle qui est quand même encore, à mon avis, sous-exploité, c'est le mailing. Le mailing, on a un taux de conversion qui est hyper important. Si vous avez une phase, justement, qui est un peu le ventre mou, c'est un peu calme, n'hésitez pas à activer ce levier de mailing. Vous avez votre base mail, en espérant évidemment que vous l'ayez aussi bien travaillé en amont, soit bien segmenté par rapport aux catégories produits ou catégories de services, etc. Mais n'hésitez pas à enclencher. Alors évidemment, si vous êtes euh, plutôt dans une stratégie un peu poussif, vous envoyez des newsletters assez régulièrement, ce sera peut-être pas forcément le canal à utiliser ou en tout cas qui va plus le performer. Mais en tout cas, ce levier est, à mon sens, vraiment sous-exploité et on a des taux de conversion quand même qui sont importants. Ça vous permet de relancer des clients inactifs déjà. Donc on a pas mal d'outils sur le marché, hein. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai une certification sur Brevo en marketing automation et vous pouvez avoir des workflows comme ça automatisés qui vous permettent de relancer des clients inactifs d'une façon totalement automatisée. Donc ça peut être intéressant. Et puis pas hésiter à pousser vos offres. Voilà. Pousse les offres par mail. Si vous connaissez bien vos clients vous connaissent, vous avez moyen d'aller récupérer un petit peu de manque à gagner, on va dire, sur une période. Partie SEO, Patrick, je te laisse là-dessus. Yes. Alors, plusieurs choses. Donc, comme je le disais, il n'y a pas de solution miracle, hein, à court terme. Sinon, on arrêterait de dépenser de l'ADS, hein, presque. Mais donc voilà. L'idée, au-delà de la caricature, euh, ce qui est important, je le mets dans l'en-tête, il y a utilisé des hack SEO sur certains points. On va s'appuyer sur les autres plutôt et on va anticiper. Voilà. Autant on ne peut pas obtenir des résultats à court terme, mais on peut aussi éviter de se retrouver dans la même situation plus tard en disant, OK, là, je me prends un moment et je me planifie mes prochaines actions et mes prochaines campagnes. Typiquement, si j'ai besoin d'être prêt pour la prochaine saison de sport d'hiver, je me dis, OK, je m'y prends 5 mois avant parce que je sais que mes ventes se font à tel moment et je fais du coup un rétro-planning et je me cadence toute mon année comme ça. Voilà. Si ça n'a pas déjà été fait, c'est quelque chose qui va être intéressant à rajouter. Ensuite, ça, c'était pour du coup ne plus se retrouver dans la même situation. Dans les quelques points qui peuvent rester intéressants, on va surtout se focaliser sur des effets bénéfiques du netlinking, tout simplement en allant chercher de la visibilité sur des gens déjà établis. Alors, ça peut se faire de deux manières. Soit on est dans une thématique où il y a une notion d'actualité et on trouve des sites qui se positionnent bien en actu. Donc, pour ceux qui connaissent la partie Google Actu, ce sont des pages de résultats où il y a une vraie actu qui sort et du coup, on va se baser sur ces points-là pour ressortir. Et aussi Google Discover. Alors, Google Discover, ça va cibler clairement tout le marché qui est basé sur Android, hein, principalement. On le retrouve sur iPhone, du coup, moins. Mais on va avoir en fait une suggestion. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si ça va vous le montrer, du coup, mais je vais vous le faire sur le téléphone, ce sera plus simple. Quand je vais sur mon téléphone, sur la page de recherche Google, j'ai en dessous, là, ici, vous voyez, tout un tas de résultats qui me sont proposés par rapport à des choses que j'ai déjà regardées. Bon. C'est du coup une audience qui est déjà quand même plutôt qualifiée dans des thématiques. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si on va sur des sites de ces thématiques qui sont éligibles Discover et qu'on achète un contenu dessus, ça reste un backlink, j'allais dire classique. Donc, ça rentre dans notre planification netlinking en SEO. Mais également, ça peut être un vecteur de trafic instantané, hein. Un article sur Discover va durer en général 2, 3 jours en termes d'efficacité s'il atteint son public. Donc, ça peut être également un relais. Voilà. Et on est sur quelque chose de très court terme.
Si on se rend compte que ça marche, bah, faut en reprendre d'autres, et cetera, y compris sur le même site, hein. C'est tout à fait possible. Voilà. Après, on est plutôt sur de l'édito. On le verra un petit peu plus tard dans les autres slides. Il y a une notion de récupérer le trafic et de le traquer, mais c'est l'objet d'une slide un petit peu plus long. Voilà. Et du coup, si vous n'avez pas pu le faire, on va vraiment se servir de ce levier du netlinking pour aller chercher de la visibilité chez d'autres gens qui, eux, sont visibles à l'instant T, tout en ayant l'avantage des backlinks. Voilà. Yes. Il y avait le deuxième paragraphe? C'était OK pour toi? Bah, je l'ai fait en premier, Tu l'as donc fait en premier, ouais. OK, voilà. ça marche. Les actions suivantes. Là, on a vu un peu ce qu'on pouvait activer. Donc, il y a d'autres actions possibles à activer d'une façon très rapide. Je fais une petite parenthèse. Le Discover, on peut l'attaquer avec de l'Ads aussi. Donc, ça fait on peut aller vraiment sur ce levier-là qui est aussi intéressant. Mais une fois que ça s'est passé, vous avez activé vraiment tout de suite les quick wins. On va passer à l'étape suivante et on va quand même anticiper. On va aller voir sur du moyen terme. Je parle là, on va dire à 2 à 5 mois. D'accord? Il faut retravailler son branding, donc travailler ou retravailler son branding et son positionnement marketing. Ça, c'est important. Toujours avoir du recul, ne pas hésiter à revenir un petit peu en arrière, refaire un état des lieux. Est-ce qu'on est bien? Est-ce que notre univers de marque, il est clair? Est-ce qu'on peut, on peut s'asseoir sur notre visibilité et notre crédibilité? L'idée, c'est de multiplier votre visibilité. Patrick en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment, aujourd'hui, on le voit partout, dans les données, les chiffres, les performances, les résultats. Les modèles d'attribution nous le montrent. Il faut une visibilité vraiment accrue partout. Donc, il faut, à notre sens, vraiment développer votre marque sur l'ensemble des supports. On ne peut plus envoyer un focus uniquement sur le SEO. On ne peut plus uniquement envoyer que dans l'Ads, que faire des réseaux sociaux, etc. Il vous faut avoir une réflexion vraiment 360 et s'assurer que l'image de votre marque est la même sur tous les supports et les canaux d'acquisition. Donc, ça sous-entend qu'il faut évidemment s'adapter aux leviers et aux canaux que vous allez utiliser, que ce soit en format, que ce soit par rapport aux utilisateurs évidemment de ces plateformes qui ne sont pas les mêmes cibles. Donc, peut-être que le copywriting va aussi être un peu différent. Peut-être que vos produits que vous allez pousser ne seront pas les mêmes sur du Google Ads que sur un TikTok, par exemple. Donc voilà, c'est important d'avoir ce recul-là et d'avoir une vraie vision 360 et de savoir exactement là où vous allez pousser votre marketing et d'analyser évidemment en permanence les résultats. Point qui va en complément de ça, c'est d'intégrer une production média. C'est aussi un sujet qui, à mon sens, qui a besoin d'être travaillé chez beaucoup d'annonceurs. Il vous faut travailler vos assets de médias. Aujourd'hui, et on y va en plus derrière, je pense, avec, avec SGE, avec tous les réseaux qui sont en train de se mélanger, l'IA, le génératif, etc. Il vous faut maîtriser vraiment vos inputs. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que vous allez injecter dans vos campagnes, que ce soit dans du contenu organique, que ce soit dans du contenu payant. Maîtrisez vos inputs et faites un maximum d'assets de qualité. La qualité va dans votre qualité d'image, de vidéo, dans les messages adressés, dans le copywriting, mais également dans les dimensions, dans les formats que vous allez utiliser. Adaptez-vous, adaptez pour respecter les contraintes techniques qu'imposent les régies. Voilà. Faites le maximum pour ça. Ça vous fera tout un panel d'assets qu'il faut évidemment bien organiser, bien maîtriser, mais ça va vraiment vous servir parce que du coup, derrière, vous allez avoir votre bibliothèque d'assets et vous allez pouvoir les injecter en permanence et à les réutiliser peut-être aussi plus tard, etc. D'accord? Donc ça va vous servir sur l'ensemble de vos actions marketing. Retravailler en profondeur son persona. Ça, c'est aussi important. Alors, dans les cas où on n'a pas fait ce travail-là parce qu'on est persuadé d'avoir fait ou de connaître notre cible, on peut avoir des surprises. Dans le cas où on a déjà travaillé notre persona, qu'est-ce que vous entendez par travailler votre persona? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait en 30 minutes ou c'est quelque chose que vous avez fait en 6 heures? Voilà, bien connaître aussi son persona, ça peut aller très loin. Et mieux vous le connaîtrez, mieux vous allez pouvoir répondre à ses pain points et à ses recherches. Surveillez bien le comportement d'achat des utilisateurs. Et il peut être variable, d'accord? Il peut vraiment être variable en fonction du contexte concurrentiel et économique. Donc, rien n'est acquis, ça va très, très vite. Il faut toujours avoir de la résilience, savoir s'adapter.
pensez à optimiser l'utilisation de vos audiences. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre du recul. Vous connaissez vos personas. Vous allez pouvoir délivrer du contenu, que ce soit en ads ou en organique. Vous allez donc amener vos personas vers du contenu. Et ce contenu-là, vous pouvez le séquencer derrière de différentes façons. Mais plus vous le séquencez d'une façon réfléchie, plus vous allez avoir des audiences qualifiées. Et ces audiences-là, vous allez pouvoir vraiment les utiliser derrière, déjà en analysant quelles sont les typologies d'audience qui vont convertir le plus chez vous, à quelle étape du tunnel elles sont présentes, est-ce que c'est en haut de tunnel, milieu de tunnel, bas de tunnel. Et pour les 2 premières parties du tunnel, on va pouvoir les retargeter, les recibler d'une certaine façon. Et analyser vos entonnoirs. Donc les entonnoirs, il y en a plusieurs. On a évidemment, depuis les sessions qui arrivent sur le site jusqu'à la conversion. Donc ça, on va dire, c'est plutôt une vision un peu globale, voir qu'est-ce qui se passe. On va regarder évidemment la source d'acquisition, quelle c'est qui se transforme le plus dans l'engagement déjà sur le site, pas forcément la conversion directe, mais l'engagement. Et ensuite, il y a aussi un autre entonnoir qu'on peut utiliser, c'est votre entonnoir de vente. À partir du moment où on a mis au panier, jusqu'au moment où on va acheter. Et là, il va falloir identifier, est-ce qu'il y a à quel moment on a une perte, une grosse perte qui peut relever peut-être des lacunes dans votre tunnel de vente. Donc ça peut être aussi intéressant à regarder. Est-ce que c'est le choix des modes de paiement? On peut avoir des surprises, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est les frais de livraison? Est-ce que c'est il faut se connecter? Bon, il y a tout un des steps comme ça à vérifier. Reprenez votre stratégie digitale dans sa globalité. Donc là, on suit un petit peu les étapes. N'hésitez pas à construire un calendrier commercial. Alors, c'est assez redondant, nous on en parle assez souvent, mais on voit que c'est un exercice qui n'est pas forcément mis en application. Adapté à la saisonnalité. Donc, si vous avez une saisonnalité proche, évitez les actions de dernière minute. D'accord? Il faut les anticiper. Si vous voulez préparer l'été, vous devez être censé normalement déjà connaître vos campagnes, voire peut-être même en lancer certaines, dans certains cas de figure. Pardon. Mieux préparer vos campagnes ads. Redéfinir votre stratégie ads au global. Reprenez vos objectifs, vous reprenez les personas, vous avez fait du benchmark, donc vous savez un petit peu vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, etc. Refaites une passe sur vos produits, sur votre offre, et comment derrière vous allez segmenter vos campagnes, comment vous allez les segmenter, faire du campaign sculpting. Pour le SEO, Patrick l'a évoqué un peu tout à l'heure, revoir un petit peu sa stratégie suite aussi, pareil, au benchmark réalisé. Quelles sont les offres à pousser? Quelles sont les futures offres à pousser? Vous savez déjà quels sont les produits ou services que vous êtes prêt à vendre d'ici quelques mois. Donc, anticipez. Préparez tous les contenus à produire. Regardez ce que fait la concurrence. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de mieux? Sur quelle requête? Optimisez votre maillage interne. Anticipez vos campagnes de lead clicking associées. Il y a tout ce travail de SEO qui peut être revu et qui peut aussi réitérer à chaque produit ou offre que vous voulez lancer. Et comme on a travaillé aussi tout à l'heure la production de médias, vous associez toute votre production de médias pour maîtriser la qualité de votre contenu. Et encore une fois, ne pas le faire au dernier moment. Dès qu'on le fait dans la précipitation, souvent on peut avoir des loupés ou de la qualité un petit peu médiocre. Et je pense que la qualité aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la différence. Vérifiez votre outil de vente. Voilà, votre site web. Votre site, c'est un outil, c'est une vitrine, mais c'est aussi un outil de vente. Donc, continuez à monitorer votre site web, identifiez les pages puissantes, les erreurs techniques, vérifier les crawls, tout le monitoring qu'on fait avec 410 aussi pour nos clients. Il faut toujours auditer, regarder ce qui se passe et fixer tous les éléments bloquants. Toujours important. Pareil, si vous faites de l'AD, je fais une petite parenthèse, vérifiez que vos pages de destination sont toujours accessibles. Il peut arriver qu'à un moment donné, on a beaucoup de campagnes qui tournent, on a fait sauter des pages de destination, mais on n'a pas pensé qu'il y avait des campagnes qui pointaient dessus. Ça, c'est pas bon. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment avoir une visibilité au global. Assurez-vous de la qualité de votre tracking. Le tracking est une notion importante. Donc, on aura la qualité des médias, votre visibilité partout. Et le tracking est hyper important. Voilà. C'est vraiment l'évolution aussi du moment depuis déjà quelques temps avec l'arrivée de GA4. On parlait déjà de Consent Mode, mais là, il y a le V2 qui arrive en mars. Donc, attention, warning, Consent Mode V2 mars, renseignez-vous, hyper important. Le server-side, une technique qui existe depuis longtemps, mais elle est de plus en plus là sur le devant de la scène. Donc voilà, prenez le temps
de mettre ça sur le devant de votre liste de to-do pour vous mettre bien raccord avec tout ça. Voilà, la qualité de votre tracking. OK? Pour aller un peu plus loin, mettez bien aussi la communication de données entre vos différents outils, entre vos sites, votre régie ads, de renvoyer les données de conversion, votre CRM. Est-ce que votre CRM il est bien lié aussi avec votre régie? Est-ce qu'on renvoie les bonnes données? Est-ce qu'on est bien synchro avec mon GA4, mon Matomo, etc. Donc là, voilà, ça, cette phase de tracking, elle est hyper importante. Ayez aussi une réflexion autour de votre base client. Donc tout à l'heure, je vous en ai parlé quand on veut déclencher du mailing. Si vous n'avez pas fait ce travail en amont, du coup, évidemment, vous aurez moins de puissance, vous aurez moins de personnalisation à faire. Partie du principe que tout de suite, vous mettez en place une segmentation de vos clients, c'est-à-dire dans votre base mail, vous allez la travailler d'une certaine façon. Vous pouvez segmenter vos clients qui sont plus adeptes d'une certaine catégorie, qui ont acheté que à des périodes phares de l'année, qui achètent que en solde, qui achètent que à Noël. Voilà, il peut y avoir de multiples exemples, mais segmentez bien votre base mail pour savoir vraiment quel est le message que vous allez adresser. Plus vous êtes hyper personnalisé dans votre message, plus vous avez de chances derrière de convertir parce que vous allez parler à la bonne personne de la bonne façon. Le SEO comme qualification d'audience média. Patrick, si tu veux parler de ça. Yes. Oui, c'est un des points qui est souvent sous-estimé. Ça. L'idée, c'est, vous avez déjà entendu parler des notions de guide d'achat, de tous les contenus éditos qui viennent en support, que certains appellent cocon sémantique. Voilà. Moi, je préfère appeler ça guide d'achat au sens où je trouve que ça reflète plus la notion d'entonnoir de conversion pour les internautes. Et là, ça prend tout son sens, cette signification par rapport à la notion qu'on va vous préciser. Aujourd'hui, avec RGPD, etc., c'est de plus en plus complexe d'avoir une audience qualitative sur laquelle envoyer de la publicité. L'avantage en SEO, c'est que toute la partie recherche d'informations édito, on est sur des mots-clés qui sont beaucoup moins concurrentiels en termes de référencement naturel. Donc, du coup, on peut faire des campagnes de SEO en masse qui vont être hyper intéressantes d'un point de vue maillage interne et du coup venir renforcer via le maillage vos pages commerciales, mais également qui vont attirer du trafic. Alors, certes, ce n'est pas du trafic qui va faire un achat immédiat, on ne va pas se mentir. En revanche, vous avez une certitude, c'est que ce sont des gens qui s'intéressent à l'information que vous donnez. Voilà. À moins que vous ayez fait des contenus sur des choses complètement éloignées de votre site, évidemment, mais si vous vendez, je ne sais pas moi, des machines à café et que vous avez des contenus sur les différences entre les types de machines à café, comment entretenir une machine à café, voilà, euh, euh, je vous laisserai creuser pour trouver d'autres sujets le cas échéant. Mais du coup, tout ça, ça va vous permettre de prendre une empreinte, d'utiliser vraiment ce qu'on appelle des pixels de tracking, hein. On le voit très bien, ça avec Meta et du coup, ses audiences en lookalike. Et du coup, de vous dire, OK, j'ai ces gens-là qui, à un instant T, sont venus sur mon site parce qu'ils s'intéressent à mon sujet. En l'occurrence, les machines à café, si je reste dans mon exemple. Et du coup, je vais pouvoir cibler ces gens-là, non seulement en leur proposant des contenus commerciaux. Alors, on n'est pas obligé d'aller tout de suite en mode achète une machine à café à 2000 €, hein. On peut y aller étape par étape, aller travailler avec ce bon vieil entonnoir de conversion, mais on peut leur proposer toutes ces données-là. Également, on peut faire toutes les notions d'audience similaire, hein, lookalike, sur Meta. On va dire à Meta, OK, là, tu as une typologie d'audience. Élargis avec tout ce que tu connais, des gens qui ne sont pas encore venus sur mon site, mais qui ressemblent à ça. Et du coup, d'amplifier encore cet effet de qualification d'audience grâce au SEO. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, dès lors qu'on fait du retargeting, souvent, la seule pratique qu'on voit en place, c'est les gens sont venus sur une fiche produit, je leur renvoie la fiche produit derrière en boucle. Alors, les gens qui viennent sur votre fiche produit, déjà, on est sur une infime partie. Et il est fort probable, c'est une râlerie classique des gens qui se baladent sur Internet, c'est de dire, voilà, j'ai acheté un truc, je me prends du retargeting pendant 2 semaines derrière en me proposant de continuer d'acheter le truc que j'ai déjà acheté. Bon, du coup, là, l'idée, c'est d'aller cibler en fait des gens qui ont une intention d'achat, hein, parce que quand on fait de la pub, c'est d'aller cibler des gens qui s'intéressent à nos produits.
Et bah, du coup, en ayant le bon niveau de contenu édito et le bon niveau de tracking et de publicité en face, on peut accompagner des gens qui sont dans un début d'intention d'achat et ils vont consommer du coup bah, votre budget pub et vos produits parce que bah, vos produits en fait vont répondre à leur enjeu qui les ont amenés sur la partie édito de votre site, alors que potentiellement ils ne connaissaient pas encore votre produit. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que le SEO, donc on est sur une pratique du coup moyen-long-termiste, hein, mais peut venir vraiment vous aider à mieux qualifier les audiences sur lesquelles vous allez pouvoir faire soit du media buy ou du retargeting. Voilà, voilà. Yes. L'idée, c'était de terminer avec cette vraiment synergie entre les deux leviers. Yes. Et du coup, je rajoute une petite notion, c'est ça va t'aider à segmenter tes futures campagnes, mais du coup en excluant aussi des audiences. Tu peux travailler là-dessus, sur l'exclusion d'audience. C'est-à-dire qu'en vraiment travaillant vos différents contenus, quand vous allez vous cibler une catégorie de personnes sur un type, une typologie de produits ou services, bah, vous allez peut-être exclure une autre catégorie pour vous assurer que vos campagnes ne vont pas être polluées par des prospects qui ne sont pas intéressés par votre offre. Donc, c'est vraiment intéressant. Que ce soit mots-clés ou audience, pensez à alimenter justement vos mots-clés et vos audiences, mais aussi dans les exclusions que vous allez pouvoir utiliser derrière. Yes, on peut tout à fait imaginer, pour aller un peu plus loin, des notions de gamme. Voilà. Si vous avez des machines à café en grains, ben, tout ce qui est lié au café en grains, ben, là, ça vaut le coup du coup d'aller pousser des pubs sur des machines coûteuses. Et puis si vous avez des choses, des contenus autour des dosettes, ben, ça va, par exemple, ça va vous permettre du coup d'exclure cette partie-là en faisant vraiment un ciblage page par page, hein. Les outils de tracking et de pixels permettent de le faire et vraiment de faire quelque chose de très très chirurgical. Voilà. Et vu que je prends l'exemple ici, hein, je sais pas si moi j'aime beaucoup le café, donc après, mais je vais expliciter ça. Une machine en grain en général va très vite dépasser les 400 euros. Alors qu'une machine à dosette, c'est pas là-dessus que le prix est. On a des machines même inférieures à 100 euros. Donc, du coup, on n'a pas forcément envie d'aller pousser. C'est pas la même gamme, c'est pas la même clientèle. Donc, ça permet vraiment de scinder, en fait, son budget marketing et de l'affiner. Voilà. Mm. Exact. C'était la dernière slide. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Il nous reste quelques minutes là jusqu'à 17 heures. On vous avait parlé d'un petit bonus. Je ne sais pas si on peut l'afficher là avec Ouais, je vais checker. Alors, SimilarWeb. je vais checker ça tout de suite. Attends, j'arrête mon partage. Je vais regarder. Ça qui Hop. était un petit point auquel on a pensé. Alors, c'est le petit bonus pour ceux qui nous ont suivis malgré le petit incident technique du début et qui sont restés jusque-là. Ouais, GoToWebinar, toujours en panne, hein, pour info. Toujours en On a panne. bien fait. Ah, je repartage Voilà, la slide du coup, en bonus. yes. En fait, ça fait partie des petits points que vous pouvez voir du coup sur SimilarWeb. On vous en parlait tout à l'heure. En fait, il vous montre les landing pages les plus performantes sur votre site et depuis qui ça vient. Ben, en termes de trafic sortant derrière. Et là, ici, ce qu'on retrouve, ben, on se rend compte que le site, alors on est toujours sur l'exemple qu'on avait pris avec le slip français, et on voit que ben, ça part sur du Stripe pour les CB. Donc on peut avoir l'info de quel provider, quel PSP utilisent du coup nos amis du slip français, mais qu'ils utilisent aussi PayPal. Donc il y a une info intéressante. Et derrière, on voit également qu'il y a une notion, bon, Instagram, mais la partie colis privé, du coup, en termes de méthode d'expédition. Et du coup, ça nous donne une idée, OK, quelle est la diversité de PSP, donc PSP pour prestataire de paiement, et de se dire, OK, bah tiens, peut-être que moi aussi, il faut que j'implémente PayPal sur mon site, parce que visiblement, chez eux, si on prend la nuance entre Stripe et PayPal, du coup, en calcul très rapide, mais c'est une bon tiers du traf, enfin de l'activité qui est liée à PayPal sur le slip français versus du coup à la partie CB carré à crédit. Donc il y a peut-être un levier intéressant à mettre en place et on voit que c'est en hausse en plus, visiblement d'après la stat par rapport à la période Mm. précédente. Voilà. Donc Mm. c'est le petit bonus en termes d'espionnage de concurrents. Voilà. Ça, bon, bah, tout devait être très clair. J'ai pas vu de questions dans le chat. Tant mieux.
Dans tous les cas, on vous enverra le replay de cette conférence dans vos boîtes mail. Et puis, bah, écoutez, on vous remercie pour votre, du coup, votre écoute. Et on espère que vous avez appris plein de choses. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on creuse un peu plus en détail certains points en lien avec vos campagnes. Si vous avez encore des interrogations, on peut prendre un moment ensemble pour regarder tout ça avec nos équipes avec grand plaisir. Voilà. Yes, avec plaisir. Et ben, merci Julien, merci Zoé, et puis bah, bonne fin d'après-midi à tous. Allez, salut, à bientôt.